L'odeur de la fumée de bois flotte dans l'air frais d'octobre. Dans les champs, les derniers épis de blé ont été moissonnés il y a plusieurs semaines, laissant derrière eux un paysage doré de chaume qui attendent la charrue. Un paysan s'arrête un instant, levant les yeux vers le ciel qui s'assombrit de plus en plus tôt chaque soir. Le vent qui souffle porte une promesse glaciale, celle du premier gel qui transformera la rosée matinale en cristaux blancs. Il sait que dans quelques semaines, au plus tard à la Saint-Martin, le 11 novembre, l'hiver sera là. Et s'il n'a pas terminé ses préparations d'ici là, sa famille pourrait ne pas survivre aux longs mois froids qui approchent. Cette course contre la nature n'est pas une simple question d'inconfort ou de difficulté. C'est littéralement une question de vie ou de mort. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 7 tâches essentielles qu'un fermier médiéval devait absolument accomplir avant que la première gelée ne fige la terre. Vous comprendrez pourquoi le système de rotation triennale représentait une révolution agricole. Nous explorerons les décisions déchirantes prises lors de la Saint-Martin, où les familles choisissaient quels animaux vivraient. Vous verrez comment les celliers utilisaient des principes que nous redécouvrons aujourd'hui. Nous révélerons les secrets du pannage, où les porcs transformaient les forêts en garde-manger vivants. Et surtout, vous comprendrez que la vie médiévale n'était pas primitive, c'était un système d'une sophistication remarquable. Contrairement aux idées reçues, les paysans médiévaux n'étaient pas des rustres ignorants. Ils maîtrisaient des techniques agricoles complexes, des stratégies de préservation ingénieuses et des systèmes de gestion des ressources. Leurs méthodes, rotation des cultures, gestion durable des forêts, fermentation, sont redécouvertes aujourd'hui par ceux qui cherchent des alternatives aux pratiques industrielles. Nos ancêtres médiévaux comprenaient leur environnement d'une manière que nous avons largement oubliée. Ils savaient lire les signes de la nature, gérer les ressources limitées, coopérer avec leurs voisins pour le bien commun. Alors installez-vous confortablement, tandis que nous remontons le temps vers un village médiéval en cette fin d'octobre, quelques semaines avant la Saint-Martin. Les jours raccourcissent, l'air devient vif et toute la communauté s'active. Le temps presse et l'hiver n'attend personne. Imaginez 3 vastes champs s'étendant autour d'un village médiéval. Cette vision apparemment simple cache l'une des innovations agricoles les plus importantes de l'histoire européenne. Un système qui a littéralement transformé la capacité de l'Europe à nourrir sa population croissante. Le système de rotation triennale représentait une révolution aussi profonde que l'invention de la charrue elle-même. Dans ce système, voici comment les terres étaient organisées. Un premier champ était semé en automne, avec des cultures résistantes au froid comme le blé, le seigle ou l'épeautre. Un deuxième champ serait planté au printemps suivant avec de l'orge, de l'avoine ou des pois. Et le troisième champ restait en jachère, labouré plusieurs fois au cours de la saison mais non cultivé, permettant au sol de se reposer et de retrouver sa fertilité. L'année suivante, les rôles des champs changeaient selon une rotation soigneusement planifiée. Ce qui rendait ce système révolutionnaire, c'était son efficacité comparée à l'ancien système biennal. Au lieu d'avoir la moitié des terres en jachère à tout moment, seulement 1/3 restait improductif. Cela signifiait 50% de terres cultivées en plus, une augmentation massive de la production alimentaire qui a permis l'expansion démographique du Haut Moyen Âge. Mais cette innovation brillante comportait aussi des risques considérables. Une fois que le paysan semait son blé ou son seigle en octobre, le sort de ses graines dépendait entièrement des caprices de l'hiver à venir. Un hiver particulièrement rigoureux pouvait geler les jeunes pousses dans le sol gelé. Des tempêtes printanières pouvaient noyer les plantes émergentes dans une boue glacée. Contrairement aux cultures de printemps qui germaient pendant les mois cléments, les cultures d'hiver devaient survivre aux conditions les plus dures de l'année, le gel, le dégel, les vents hurlants, les neiges lourdes.
Pourquoi alors prendre ce risque? Les cultures d'hiver comme le blé et le seigle nécessitent une période de froid pour se développer correctement, un processus appelé vernalisation. Plantées en octobre ou novembre, elles germent avant l'hiver, développent des systèmes racinaires robustes, puis entrent en dormance durant les mois glacés. Au printemps, ces plantes déjà établies explosent en croissance, profitant pleinement de l'humidité printanière et de l'allongement des jours, prêtes pour une récolte précoce en juillet ou août. Cette récolte précoce n'était pas qu'une commodité, c'était la différence entre l'abondance et la famine. Dans les années où la récolte d'hiver échouait, toute la communauté souffrait. Le blé d'hiver produisait les rendements les plus élevés et la farine de meilleure qualité pour le pain. Sa perte ne pouvait pas être facilement compensée par les cultures de printemps. Le moment des semis d'automne était absolument critique. Trop tôt, et les plants deviendraient trop grands avant l'hiver, vulnérables aux dommages du gel. Trop tard, et ils n'établiraient pas de racines suffisantes pour survivre au gel profond. Les fermiers observaient les signes naturels avec une attention presque religieuse, le vol des oiseaux migrateurs vers le sud, les changements de couleur des feuilles, la température du sol sous leurs pieds nus. Généralement, les semis devaient être terminés avant la Saint-Martin le 11 novembre, cette date qui marquait le tournant définitif vers l'hiver. Le travail de préparation commençait bien avant les semailles. Dès que la récolte d'été était rentrée, généralement en août ou début septembre, les champs destinés aux cultures d'hiver devaient être labourés. C'était un travail épuisant qui faisait transpirer même les hommes les plus forts. La lourde charrue médiévale, avec son soc de fer tranchant profondément le sol et son versoir retournant la terre en longues vagues brunes, exigeait souvent une équipe de 4, 6 ou même 8 bœufs pour la tirer à travers le sol résistant. Pour les petits paysans qui ne possédaient pas leurs propres animaux de trait, cela signifiait dépendre des ressources communales du village ou négocier avec des voisins plus fortunés. Après le labourage venait le herçage, traîner une herse hérissée de pointes de bois ou de fer sur les mottes de terre pour les briser en un lit de semences fin et uniforme. Le fumier jouait un rôle absolument essentiel dans ce processus. Les excréments accumulés des animaux de ferme tout au long de l'année, chevaux, bœufs, vaches, cochons, étaient soigneusement conservés dans un tas imposant pour être répandus sur les champs avant le labourage. Cette matière organique riche en azote était l'engrais principal du Moyen Âge, et sa disponibilité limitait directement la productivité agricole. Les petits fermiers qui ne pouvaient se permettre de nourrir de nombreux animaux pendant l'hiver faisaient face à une pénurie chronique de fumier, piégés dans un cercle vicieux. Sans animaux, pas assez de fumier. Sans fumier, rendement faible. Sans bon rendement, impossible de nourrir plus d'animaux. Briser ce cercle était l'un des grands défis de l'agriculture médiévale. Quant aux champs laissés en jachère, ils n'étaient absolument pas abandonnés comme on pourrait naïvement le penser. Ce champ faisait l'objet d'une gestion attentive et d'un travail considérable. Il était labouré plusieurs fois, parfois jusqu'à 3 ou 4 fois, au cours des saisons de printemps et d'été. Ces labours répétés servaient plusieurs objectifs essentiels. Premièrement, retourner le sol exposait les graines de mauvaises herbes qui germaient, puis mouraient, réduisant la banque de graines indésirables. Deuxièmement, le labourage aidait à retenir l'humidité en brisant les canaux capillaires qui permettaient à l'eau de s'évaporer de la surface. Troisièmement, aérer la terre favorisait les processus biologiques qui restauraient la fertilité du sol. C'était du repos actif, une récupération gérée plutôt qu'un simple abandon. Lorsque venait finalement le moment de semer, le paysan accomplissait l'acte ancestral de diffuser les graines à la main. Il marchait à travers le champ fraîchement hercé, plongeant la main dans le sac de toile suspendu à son épaule, puis lançant les grains en un arc large et régulier.
Cette technique, appelée semis à la volée, demandait une grande habileté développée au fil des années. Les graines devaient être distribuées uniformément sur toute la surface. Trop de graines en un endroit créait une compétition excessive entre les plantes. Trop peu laissèrent de l'espace pour que les mauvaises herbes s'installent et étouffent la récolte. Après le semis, une herse légère était parfois passée pour couvrir les graines d'une fine couche de terre protectrice. Les cultures choisies n'étaient pas arbitraires, mais reflétaient une connaissance intime des capacités du sol et des risques climatiques. Le blé était le grain le plus prisé car il produisait le pain blanc de meilleure qualité, symbole de prospérité, mais il était aussi le plus délicat et exigeait les meilleurs sols, bien drainés et riches. Le seigle était plus robuste, capable de pousser dans des terres plus pauvres et des climats plus rudes. C'était le grain de sécurité, celui sur lequel on pouvait compter même dans les années difficiles. L'épeautre, une ancienne variété de blé, offrait un compromis entre qualité et résistance, particulièrement populaire dans certaines régions. Cette organisation cachait une dimension communautaire profonde qui façonnait toute la vie du village. Dans la plupart des villages médiévaux, les champs n'étaient pas de simples parcelles privées clairement délimitées par des clôtures. Chaque paysan possédait ou louait des bandes de terre dispersées à travers les 3 grands champs communaux, peut-être une bande dans le champ nord, 2 dans le champ est, 1 dans le champ sud. Ce système de champs ouverts exigeait une coordination étroite. Tout le village devait labourer en même temps, semer en même temps, moissonner en même temps. Des décisions sur quelle culture planter et quand effectuer chaque tâche étaient prises collectivement, souvent guidées par les fermiers les plus expérimentés et respectés. Cette interdépendance s'étendait aux outils et aux animaux de trait. Une charrue médiévale lourde et l'équipe de 6 ou 8 bœufs nécessaires pour la tirer représentaient un investissement bien au-delà des moyens d'un paysan individuel. Les familles coopéraient donc, mettant en commun leurs bœufs pour former l'équipe complète nécessaire. Ils travaillaient ensuite ensemble, labourant les terres de chacun à tour de rôle, selon un système équitable soigneusement maintenu. Le 11 novembre approchait, la fête de Saint-Martin de Tours, la Saint-Martin. Pour les fermiers médiévaux, cette date représentait bien plus qu'une célébration religieuse. C'était une échéance impitoyable où chaque famille devait prendre des décisions déchirantes qui les hanteraient pendant les mois d'hiver. Combien de vaches pouvaient réellement survivre l'hiver avec les réserves de foin accumulées? Quels brebis méritaient les précieuses ressources? Quel bœuf était encore assez fort pour tirer la charrue au printemps? Ces questions n'étaient ou pas abstraites ou théoriques. Elles déterminaient concrètement quels animaux verraient le printemps et lesquels finiraient en viande salée dans des tonneaux de bois. La Saint-Martin servait de point tournant dans le calendrier agricole pour plusieurs raisons convergentes. À cette date, les semailles d'automne étaient censées être terminées. Le dernier vin de la récolte, le fameux vin de Saint-Martin, était enfin prêt à boire. Le bétail qui avait passé l'automne à paître les chaumes et à se nourrir dans les forêts atteignait son poids maximal de l'année. Et surtout, l'hiver véritable commençait à s'installer, avec ces gelées qui tuaient l'herbe fraîche. C'était maintenant ou jamais, le moment de décider. La décision reposait sur un calcul brutal, mais nécessaire. Un paysan regardait dans son grenier et évaluait honnêtement ses réserves de foin. Ensuite, il estimait la consommation. Une vache adulte mangeait environ 10 à 15 kilos de foin par jour, pendant les mois où elle n'avait pas accès à l'herbe fraîche. Multipliez cela par 5 ou 6 mois d'hiver, puis par le nombre d'animaux dans l'étable. Si les réserves de foin étaient insuffisantes pour cette consommation, 3 options s'offraient. Acheter du foin supplémentaire, souvent impossible pour les pauvres. Rationner sévèrement tous les animaux en risquant de perdre tout le troupeau affaibli. Ou réduire le nombre de bouches à nourrir. Pour la plupart des familles,
La troisième option était la seule réaliste. Mais quels animaux garder et lesquels sacrifier? Les animaux de trait, les bœufs utilisés pour tirer la charrue, étaient absolument indispensables. Sans eux, pas de labour au printemps, donc pas de récolte l'année suivante. Ces animaux recevaient la priorité absolue, même si cela signifiait sacrifier d'autres bêtes. Venaient ensuite les meilleures vaches laitières et les brebis reproductrices les plus prolifiques. Une bonne laitière fournissait non seulement du lait frais, mais aussi du fromage, du beurre, plus des veaux qui pouvaient être vendus ou élevés. Une brebis productive donnait de la laine précieuse et des agneaux. Ces animaux représentaient un investissement à long terme qu'on ne sacrifiait qu'en dernier recours. Les animaux plus âgés, moins productifs, partaient généralement les premiers vers l'abattoir. Un bœuf vieillissant qui commençait à faiblir serait tué pendant que sa viande avait encore de la valeur. Une vache qui produisait peu de lait et semblait peu susceptible d'avoir d'autres veaux était une candidate évidente. Les jeunes animaux nés au printemps précédent posaient un dilemme particulièrement difficile. Les garder signifiait investir des ressources précieuses dans leur futur productif. Souvent, seuls les meilleurs spécimens, les veaux les plus robustes, les agneaux les plus prometteurs, étaient conservés, tandis que leurs frères et sœurs, moins impressionnants, rejoignaient leurs aînés à l'abattage. L'aspect émotionnel de ces décisions ne doit pas être sous-estimé, même dans une société où la mort animale était une réalité quotidienne acceptée. Ces animaux n'étaient pas de simples unités de production anonymes. Ils portaient des noms, avaient leurs habitudes et leur personnalité. La vache brune qui donnait toujours un coup de pied quand on la trayait du mauvais côté. Le vieux bœuf qui avait labouré fidèlement pendant 8 ans. Choisir lequel tuer n'était pas qu'un calcul froid, c'était émotionnellement chargé, même si la nécessité économique laissait peu de place au sentimentalisme. L'abattage lui-même devenait un événement communautaire majeur. Dans les jours précédents et suivant la Saint-Martin, les villages entiers sentaient le sang et la fumée. Les hommes les plus expérimentés dans l'art de l'abattage, une compétence spécialisée qui exigeait force, précision et connaissance, aidaient leurs voisins moins habiles. Un animal mal tué souffrait inutilement et sa viande pouvait être gâchée. Chaque partie de l'animal était utilisée avec un soin méticuleux qui reflétait la valeur de cette ressource durement gagnée. Le sang frais était capturé dans de grands bols et immédiatement transformé en boudin noir, saucisses faites de sang, de graisse et de grains, assaisonnées d'oignons et d'épices. Les abats, foie, reins, cœur, poumons étaient consommés immédiatement ou dans les jours suivants, souvent partagés avec les voisins qui rendraient l'appareil quand ils abattraient leurs propres animaux. Les intestins étaient soigneusement nettoyés pour servir de boyaux à saucisses. Même les cornes et les sabots avaient leurs usages. La corne pouvait être travaillée en peigne, bouton ou gobelet, tandis que les sabots étaient bouillis pour faire de la colle. La majeure partie de la viande devait être préservée pour durer les longs mois d'hiver. Le salage était la méthode principale et la plus fiable. La viande était découpée en morceaux gérables, puis frottée généreusement avec du sel, des quantités qui sembleraient excessives aujourd'hui. Le sel tirait l'humidité de la viande par osmose, créant un environnement hostile aux bactéries responsables de la décomposition. Les pièces salées étaient ensuite emballées dans des tonneaux de bois avec encore plus de sel versé entre les couches. Cette viande, le célèbre bœuf de Saint-Martin, pouvait se conserver pendant des mois dans des conditions fraîches. Le fumage complétait souvent le salage. Des morceaux de viande déjà salés étaient suspendus aux poutres du plafond, directement au-dessus du foyer central, où le feu brûlait en permanence. La fumée constante imprégnait la viande, ajoutant non seulement de la saveur, mais aussi une préservation supplémentaire. Les composés chimiques dans la fumée de bois
agissaient comme antimicrobiens naturels, prolongeant encore la durée de conservation. Le sel lui-même méritait une attention particulière. Au Moyen Âge, ce n'était pas une commodité bon marché disponible dans chaque cuisine, c'était un produit précieux, souvent coûteux, dont l'accès variait considérablement selon la géographie et la richesse. Les régions côtières pouvaient produire du sel de mer par évaporation. Les régions intérieures dépendaient de mines de sel ou du commerce, ce qui augmentait les prix. Pour les paysans pauvres, se procurer assez de sel pour préserver la viande de Saint-Martin nécessitait d'économiser et de planifier pendant des mois. Mais tous les animaux ne suivaient pas le même destin d'abattage immédiat. Les porcs, en particulier, bénéficiaient d'un traitement spécial qui reflétait leur rôle unique dans l'économie médiévale, le pannage. Le pannage, ce mot peu familier aujourd'hui, désignait le droit ancien de lâcher les porcs dans la forêt pour qu'ils se nourrissent des glands, des faînes et des châtaignes qui tombaient des arbres. Dans les vastes forêts de chênes qui couvraient encore une grande partie de l'Europe médiévale, les glands offraient une ressource alimentaire massive et renouvelable, une ressource que les humains et la plupart des autres animaux domestiques ne pouvaient pas exploiter. Les glands verts et les feuilles de chêne contiennent des tanins toxiques, dangereux pour les bovins et les chevaux, potentiellement mortels pour les humains. Mais les porcs, grâce à leur système digestif unique et à des protéines spéciales dans leur salive, peuvent manger les glands en toute sécurité et même prospérer avec ce régime. La saison du pannage durait généralement environ 60 jours, de septembre à novembre, correspondant à la période où les glands tombaient naturellement des chênes. Un porcher communal, un poste spécialisé dans de nombreux villages, guidait le troupeau collectif de porcs vers les zones forestières désignées chaque matin, puis les ramenait au village chaque soir. Dans les régions où les forêts appartenaient au seigneur féodal ou au roi, le droit de pannage était un privilège jalousement gardé, parfois accordé gratuitement aux tenanciers, parfois facturé comme une taxe, un certain nombre de pence par porc, ou un porcelet sur tant de porcs envoyés en forêt. Cette pratique servait un double objectif brillant. Premièrement, elle engraissait magnifiquement les porcs avant l'abattage de novembre. Un porc qui avait passé l'automne à se gaver de glands pouvait atteindre un poids impressionnant, fournissant une quantité substantielle de viande et, tout aussi important, de graisse précieuse, le saindoux qui servait d'huile de cuisson principale dans les cuisines médiévales. Deuxièmement, les porcs fouillant le sol forestier avec leurs groins puissants retournaient et aéraient la terre, brisant la compaction, libérant des nutriments et améliorant la structure du sol pour les jeunes arbres. C'était une relation symbiotique parfaite. Les porcs trouvaient de la nourriture, la forêt bénéficiait de leur travail de sol. Quand les porcs revenaient finalement au village, magnifiquement engraissés, ils rejoignaient les bovins et moutons dans le grand abattage de Saint-Martin. La viande de porc était salée et fumée selon les mêmes principes, bien que certaines coupes recevaient un traitement encore plus soigné. Les jambons, les cuisses arrière entières, étaient frottés avec du sel et des épices, puis suspendus pour fumer pendant des semaines ou même des mois, développant ces saveurs profondes et complexes que nous associons encore aujourd'hui au jambon traditionnel. Les saucisses étaient fabriquées en hachant finement la viande de porc, la mélangeant avec des épices comme le poivre, la sauge ou l'ail, la bourrant fermement dans les boyaux nettoyés, puis la fumant ou la séchant à l'air. Ces saucisses, pendues aux poutres avec les jambons et les autres viandes, créaient un impressionnant garde-manger suspendu qui représentait la sécurité alimentaire de la famille pour les mois à venir. Le foin était l'or de l'hiver médiéval. Sans lui, impossible de garder du bétail en vie pendant les mois où la terre ne produisait rien de vert. Et c'est précisément cette dépendance absolue au foin qui rendait la saison de fenaison, généralement en juin et juillet,
l'une des périodes les plus stressantes de l'année agricole médiévale. Car le foin devait être coupé à la faux, retourné pour sécher uniformément sous le soleil, puis stocké complètement sec. La moindre humidité résiduelle, et le foin moisissait dans le grenier, devenant non seulement inutile, mais activement dangereux. Du foin humide pouvait fermenter, s'échauffer et s'auto-enflammer, incendiant toute la grange et potentiellement la maison adjacente. La quantité de foin nécessaire était considérable. Considérons une petite exploitation typique avec 2 vaches, un bœuf de labour et 5 moutons. Les bovins consomment chacun environ 12 à 15 kg de foin par jour quand ils n'ont pas accès à l'herbe fraîche. Les moutons, plus petits, mangent environ 2 kg chacun. Calculez cela sur 5 mois d'hivernage, disons de décembre à avril, et vous obtenez plus de 2 tonnes de foin nécessaires juste pour ce petit troupeau. Pour une exploitation plus importante, ou dans les régions nordiques où l'hiver durait 6 mois ou plus, les besoins devenaient véritablement massifs. Récolter et stocker cette quantité de foin avec des outils entièrement manuels, faux pour couper, fourches et râteaux de bois pour retourner et empiler, représentait un labeur épuisant qui mobilisait toute la famille et souvent les voisins dans un effort communautaire. Mais où stocker ces montagnes de foin odorantes? La solution médiévale était à la fois pratique et ingénieuse, au-dessus des animaux eux-mêmes. Les étables étaient généralement construites avec un grenier spacieux directement au-dessus de l'espace où se tenaient les animaux. Ce foin stocké en hauteur servait plusieurs fonctions interconnectées. Premièrement, il était facilement accessible. Le fermier n'avait qu'à monter une échelle et faire tomber le foin nécessaire à travers une trappe dans le plancher du grenier, directement dans les mangeoires en contrebas. La gravité faisait le travail de transport. Deuxièmement, la chaleur montant naturellement des corps des animaux aidait à garder le foin sec et en bon état de conservation. Troisièmement, cette masse isolante de foin au-dessus ajoutait une couche d'isolation thermique supplémentaire, gardant l'espace en dessous plus chaud et protégé des vents glacés. C'était un système élégant où chaque élément renforçait les autres dans une boucle vertueuse. Le foin n'était pas la seule nourriture hivernale pour le bétail, heureusement. Les racines, particulièrement les navets, qui étaient beaucoup plus centraux dans l'alimentation médiévale, tant humaine qu'animale, qu'ils ne le sont aujourd'hui, fournissaient un complément précieux. Les navets pouvaient être cultivés en quantité relativement importante, même sur des terres médiocres, se conservaient bien dans des conditions fraîches et offraient à la fois de l'énergie sous forme de glucides et de la variété bienvenue au régime hivernal monotone du bétail. Les fermiers coupaient ces navets en morceaux gérables et les distribuaient parcimonieusement, étirant leurs réserves aussi longtemps que possible à travers les longs mois. Une fois que l'hiver s'installait vraiment et que les animaux étaient confinés à l'intérieur, pour leur protection et la préservation des pâturages gelés, ils nécessitaient des soins quotidiens absolument incessants. Chaque matin et chaque soir, sans exception, ils devaient être nourris. Pas de week-end dans le calendrier médiéval, pas de congé, pas de possibilité de sauter un jour parce qu'on était fatigué ou malade. Les animaux affamés bêlaient, meuglaient et se comportaient de manière agitée. Et plus important encore, ils perdaient rapidement du poids et de la condition physique si on les négligeait. Le fermier dosait soigneusement le foin, équilibrant constamment le besoin de garder les animaux en santé raisonnable avec la nécessité pressante de faire durer des réserves limitées jusqu'au retour de l'herbe verte au printemps. C'était un acte d'équilibre constant et psychologiquement stressant. Trop généreux tôt dans l'hiver, et vous manquiez de foin en mars, forçant vos animaux affamés à manger de l'écorce et à dépérir. Trop avares, et les animaux s'affaiblissaient au point de ne plus pouvoir survivre ou travailler. Mais nourrir n'était que le début du travail quotidien. Chaque jour, absolument chaque jour, la paille sur laquelle se tenaient les animaux devait être nettoyée et remplacée.
Cette tâche malodorante et épuisante n'était pas optionnelle ou quelque chose qui pouvait être reporté à plus tard. Si les vaches et les bœufs se tenaient jour après jour dans leurs propres excréments humides, leurs sabots commençaient à pourrir, une condition extrêmement douloureuse et potentiellement mortelle, appelée fourbure, qui rendait l'animal incapable de marcher et donc complètement inutile pour le travail de labour au printemps. La paille souillée était donc pellée quotidiennement et portée à l'extérieur pour être ajoutée au tas de fumier qui grandissait constamment. Et quel tas impressionnant c'était! Positionné juste à l'extérieur de la porte de l'étable pour faciliter le transport, ce monticule fumant de fumier et de litière usagée devenait un élément visuel central de toute ferme médiévale. L'odeur devait être puissante et pénétrante, surtout par temps relativement chaud, mais personne ne s'en plaignait vraiment. Ce fumier était de l'or brun précieux qui fertiliserait les champs la saison suivante, bouclant le cycle vital de la ferme. Les sabots des animaux de trait nécessitaient une attention particulière et régulière. Les bœufs ne portaient pas de fer comme les chevaux, mais leurs sabots fendus continuaient à pousser tout au long de l'hiver et pouvaient se fendre, accumuler de la boue glacée ou développer des infections douloureuses. Le fermier inspectait régulièrement les sabots de ses précieux bœufs, enlevait les pierres logées, grattait la glace accumulée et taillait les sabots si nécessaire avec un couteau tranchant. Un bœuf avec un sabot malade ou infecté ne pouvait pas tirer la charrue, et au moment absolument critique du labour printanier, cela signifiait potentiellement perdre toute la récolte de l'année. Les moutons, omniprésents dans l'Angleterre médiévale, avaient leurs propres besoins spécifiques durant l'hiver. En Angleterre médiévale particulièrement, les moutons n'étaient pas qu'une simple source de viande, ils étaient littéralement au cœur de l'économie nationale. La laine anglaise était renommée à travers toute l'Europe pour sa qualité supérieure. Comme l'a noté l'historien médiéval John Munro, aucune forme de manufacture n'a eu un impact plus grand sur l'économie et la société de la Grande-Bretagne médiévale que les industries produisant des étoffes à partir de différents types de laine. Le commerce de la laine finançait des cathédrales, enrichissait des marchands et remplissait les coffres royaux par les taxes. Les bergeries devaient donc être maintenues dans des conditions appropriées. Elles devaient être sèches, car les moutons sont particulièrement susceptibles aux maladies respiratoires dans des environnements humides. Elles devaient être protégées des courants d'air glacé, mais avec une bonne ventilation pour éviter l'accumulation d'air vicié. Des claies mobiles, panneaux de bois tressés, divisaient l'espace intérieur, permettant de séparer les béliers reproducteurs des brebis à certaines périodes ou d'isoler les animaux malades pour prévenir la contagion. En plein hiver, une grange médiévale typique à 3 travées, avec une surface de plancher d'environ 63 mètres carrés, pouvait abriter confortablement un troupeau d'environ 30 moutons, avec suffisamment d'espace pour qu'ils ne soient pas dangereusement entassés. L'emplacement et la conception des bâtiments agricoles eux-mêmes n'étaient pas arbitraires mais reflétaient des siècles de sagesse pratique accumulée. Souvent, l'étable était construite directement contre la maison d'habitation de la famille, parfois même sous le même toit dans ce qu'on appelle une maison-étable. Cette disposition offrait plusieurs avantages pratiques significatifs. La chaleur corporelle substantielle des vaches et des bœufs rayonnait à travers le mur partagé, aidant à chauffer les quartiers d'habitation humains durant les nuits glaciales. Les fermiers pouvaient vérifier leurs animaux précieux à tout moment sans avoir à sortir dans le froid mordant et l'obscurité. Et la proximité immédiate rendait le vol de bétail beaucoup plus difficile. Un problème sérieux à une époque où les animaux représentaient une part massive de la richesse d'une famille. Tandis que les animaux étaient préparés pour l'hiver, les réserves alimentaires de la famille humaine nécessitaient une attention tout aussi méticuleuse et réfléchie. Les celliers, ces espaces souterrains ou semi-souterrains creusés dans la terre, étaient des merveilles de science empirique et d'observation patiente accumulées sur des générations.
Bien que les paysans médiévaux ne connaissaient absolument rien de la thermodynamique moderne ou de la microbiologie, ils comprenaient parfaitement par des siècles d'expérience qu'un environnement frais, humide et sombre préservait les légumes racines de manière presque miraculeuse pendant de longs mois. Un cellier bien construit maintenait naturellement une température à peu près constante entre 0 et 4 degrés Celsius, même lorsque l'air extérieur gelait durement ou se réchauffait au début du printemps. L'humidité relative dans ces espaces se situait généralement entre 85 et 95 %, bien plus humide que l'air intérieur d'une maison chauffée. Dans ces conditions spécifiques et étroitement définies, les carottes, navets, panais, betteraves et pommes pouvaient durer littéralement des mois sans pourrir ni se flétrir significativement. Les températures fraîches ralentissaient dramatiquement tous les processus biologiques de décomposition, tandis que l'humidité élevée empêchait les légumes de perdre leur eau interne et de se ratatiner en masses ridées et immangeables. La ventilation était absolument cruciale pour le succès d'un cellier, même si cela peut sembler contre-intuitif. Un cellier complètement scellé accumulait rapidement une humidité excessive qui encourageait les moisissures, ainsi que des gaz comme le dioxyde de carbone et l'éthylène émis par les produits stockés eux-mêmes. De petits conduits de ventilation, soigneusement positionnés et dimensionnés pour empêcher l'entrée des rongeurs affamés, permettaient juste assez de circulation d'air pour évacuer ces gaz et l'excès d'humidité, sans laisser entrer le gel mortel ou les grandes fluctuations de température. Le stockage du grain, la base absolue de l'alimentation médiévale, présentait des défis techniques complètement différents de ceux des légumes racines. Alors que les racines nécessitaient de l'humidité, le grain devait rester absolument sec. La moindre humidité, et les grains germaient, moisissaient ou attiraient des infestations dévastatrices d'insectes et de rongeurs. Les meilleures méthodes de stockage incluaient de grands pots en argile hermétiquement scellés avec de la cire ou de la résine, ou des coffres en bois solides bien construits et soigneusement calfeutrés. Gardé au sec et relativement frais, le grain se conservait facilement pendant tout l'hiver, et même bien plus longtemps si nécessaire. Une méthode ancienne et absolument fascinante mérite une mention spéciale, le stockage du grain dans des fosses souterraines. Cette technique, qui remonte à l'âge du fer et peut-être même plus loin dans la préhistoire, a été utilisée à travers l'Europe jusqu'au XVIIIe siècle dans certaines régions. Des fosses étaient soigneusement creusées dans le sol, souvent doublées de paille ou d'argile pour créer une barrière. Le grain était versé dans la fosse, puis celle-ci était scellée aussi hermétiquement que possible, avec de l'argile compactée et de la terre. Voici le principe ingénieux et presque magique qui faisait fonctionner cette méthode. Le grain en contact direct avec les parois de la fosse tentait de germer, consommant l'oxygène limité disponible dans l'espace scellé et libérant du dioxyde de carbone par sa respiration. Cela créait rapidement une atmosphère pauvre en oxygène et riche en C. O2 qui arrêtait net toute décomposition, suffoquait les parasites et empêchait la germination du reste du grain. Le grain central atteignait un état de dormance quasi parfaite et pouvait rester viable pendant 1 ou même 2 ans. C'était du stockage auto-stérilisant, basé sur des principes que nous comprenons maintenant scientifiquement, mais que les médiévaux maîtrisaient purement par observation et transmission du savoir-faire. Le chou, cet aliment de base crucial, souvent méprisé dans l'imagination moderne, mais absolument central dans le régime médiéval, avait sa propre stratégie brillante de préservation, la fermentation. Le chou frais récolté à l'automne était haché finement avec de grands couteaux, mélangé généreusement avec du sel, puis emballé fermement dans des pots en argile ou des tonneaux de bois. Au cours des semaines suivantes, une transformation remarquable se produisait. Les bactéries lactiques, naturellement présentes sur les feuilles de chou, commençaient à se multiplier, se nourrissant des sucres dans le chou
et convertissant ces sucres en acide lactique par le processus de fermentation. Cet acide lactique abaissait progressivement le pH, créant un environnement acide qui préservait le légume indéfiniment et, bonus inattendu, augmentait même sa valeur nutritionnelle. La choucroute résultante fournissait des vitamines précieuses, particulièrement la vitamine C, durant les longs mois d'hiver où les légumes frais étaient inexistants. Bien que les médiévaux ne connaissaient pas les vitamines, ils savaient empiriquement que manger de la choucroute les gardait en meilleure santé. Les boissons fermentées occupaient aussi une place centrale dans la stratégie de préservation, et elles n'étaient absolument pas de simples luxes récréatifs, mais de véritables nécessités de survie. Le cidre, fait en pressant des pommes et en laissant le jus fermenter naturellement, préservait l'abondance de la récolte de pommes sous une forme liquide qui durait tout l'hiver et au-delà. Contrairement aux pommes fraîches qui pouvaient durer quelques mois dans un cellier, le cidre correctement fait durait indéfiniment. Le processus était remarquablement simple. Les pommes étaient broyées en une pulpe grossière, cette pulpe était pressée pour extraire le jus, et ce jus était laissé dans des tonneaux de bois où les levures sauvages naturellement présentes sur les peaux des pommes initiaient spontanément la fermentation, convertissant les sucres en alcool. Le poiré suivait exactement le même principe avec les poires, donnant une boisson légèrement différente en saveur, mais tout aussi stable et nutritive. Il faut noter un point historique important ici. Le cidre existait en Angleterre bien avant la conquête normande de 1066, faite avec des pommes sauvages indigènes. Les Normands ont ensuite considérablement amélioré et intensifié la production de cidre en introduisant de nouvelles variétés de pommes spécifiquement développées pour le cidre, des variétés plus tanniques et acides, ainsi que des pressoirs hydrauliques plus efficaces qui permettaient une production à plus grande échelle. Ces boissons fermentées n'étaient pas seulement de l'alcool récréatif pour se saouler. Dans de nombreuses régions, l'eau disponible n'était pas fiable ou potentiellement contaminée par des déchets humains et animaux. Le processus de fermentation alcoolique tuait les pathogènes dangereux, rendant les boissons fermentées objectivement plus sûres à boire que l'eau brute. De plus, elles fournissaient des calories substantielles, une considération importante durant les mois maigres de fin d'hiver, quand les réserves alimentaires s'amenuisaient dangereusement. Un toit qui fuyait en plein hiver n'était pas un simple inconvénient mineur ou une source d'irritation, c'était une catastrophe potentielle qui pouvait avoir des conséquences en cascade. L'eau de pluie ou la neige fondue dégoulinant constamment à travers un toit défaillant rendait la vie à l'intérieur absolument misérable, mouillant les vêtements, éteignant le feu, créant une atmosphère humide et froide qui favorisait les maladies respiratoires. Plus grave encore sur le plan matériel, cette eau pouvait s'infiltrer dans les réserves de grains stockés à l'intérieur, les détrempant et les ruinant complètement en quelques jours. Une année entière de travail acharné perdu à cause d'un toit négligé, voilà le cauchemar que chaque fermier cherchait à éviter. Les toits de chaume étaient pratiquement universels dans l'Europe rurale médiévale, de l'Angleterre à la Pologne. Ils offraient d'excellents avantages pratiques qui expliquent leur domination. Isolation thermique remarquablement bonne, gardant la chaleur en hiver et la fraîcheur en été, matériaux de construction localement disponibles et renouvelables comme la paille de seigle ou les roseaux, et une construction relativement simple qui ne nécessitait pas de compétences ultra spécialisées ou d'outils rares. Mais ces avantages venaient avec un prix. Les toits de chaume exigeaient un entretien constant et attentif pour rester fonctionnels. L'automne, dans les semaines précédant les grandes tempêtes hivernales, était le moment absolument crucial pour l'inspection et la réparation. Le fermier grimpait prudemment sur son toit, utilisant une échelle de bois appuyée contre le mur, et examinait soigneusement toute la surface. Y avait-il des zones où le chaume semblait aminci ou usé? Des trous visibles laissant voir la structure en dessous? La crête,
Cette ligne supérieure critique, où les deux pentes du toit se rencontraient au sommet, était-elle toujours bien sécurisée et étanche? La crête méritait une attention particulière, car c'était invariablement le point le plus vulnérable de toute la structure. Exposée au vent et à la pluie battante de tous les côtés, sans protection, elle se dégradait beaucoup plus vite que les pentes principales. La plupart des crêtes de chaume devaient être complètement remplacées tous les 10 à 15 ans, même si le reste du toit durait beaucoup plus longtemps, parfois 25 ou 30 ans avec un bon entretien. Le remplacement de la crête impliquait de retirer soigneusement l'ancien matériau devenu spongieux et pourri, puis de le remplacer par du chaume frais, soigneusement formé et fixé avec des brindilles de saule flexibles ou de la ficelle résistante. Les débris accumulés, mousse verte poussant dans les zones humides, feuilles mortes soufflées par le vent, brindilles tombées des arbres environnants, devaient être méthodiquement enlevés. Ces matériaux organiques retenaient l'humidité contre le chaume, accélérant sa décomposition et créant des points faibles où les fuites commenceraient inévitablement. Le nettoyage se faisait à la main ou avec des râteaux spéciaux, délicatement pour ne pas endommager le chaume lui-même. La végétation poussant trop près de la maison, arbres dont les branches surplombaient le toit, devait être taillée ou même abattue. Trop d'ombre empêchait le toit de sécher correctement après les pluies, créant un environnement perpétuellement humide, propice à la pourriture rapide. Les réparations ponctuelles consistaient à tisser habilement du nouveau chaume dans les zones endommagées ou amincies. C'était un travail qualifié, qui nécessitait de la pratique et une certaine dextérité manuelle. Le nouveau matériau, généralement de la paille de seigle longue et droite, ou des roseaux dans les régions humides, était placé par couches successives, chaque couche chevauchant généreusement celle en dessous, créant une surface en écaille qui faisait ruisseler l'eau vers le bas et vers l'extérieur, loin de la structure vulnérable en dessous. Le torchis, ce mélange ingénieux d'argile, de paille hachée et parfois de fumier animal utilisé pour remplir les espaces entre les poutres de bois de la structure murale, développait inévitablement des fissures au fil du temps à mesure qu'il séchait et que la maison se tassait légèrement. Ces fissures, apparemment mineures, laissaient passer les courants d'air glacés et réduisaient drastiquement l'efficacité thermique de la maison. Elle devait donc être soigneusement comblée avec du torchis frais, mélangé à la consistance appropriée, ni trop sec ni trop humide, et pressé fermement dans les fissures. Les fenêtres et les portes nécessitaient aussi une attention pour maximiser l'étanchéité hivernale. Les fenêtres, quand elles existaient dans les maisons paysannes, ce qui était loin d'être garanti, étaient rarement vitrées, le verre étant beaucoup trop cher pour les pauvres. Au lieu de cela, les ouvertures étaient couvertes de tissus huilés translucides qui laissaient entrer un peu de lumière filtrée, ou simplement de volets de bois pleins qui se fermaient complètement par mauvais temps, plongeant l'intérieur dans l'obscurité. Ces couvertures devaient être vérifiées et sécurisées, les fixations réparées si nécessaire. À l'intérieur de la maison, le foyer, le cœur absolu et vital de toute habitation médiévale, était inspecté et préparé pour les mois de feu constants à venir. Dans les maisons les plus simples, il s'agissait juste d'un feu ouvert au centre de la pièce principale, la fumée s'échappant tant bien que mal par un trou dans le toit, ou simplement en s'infiltrant à travers le chaume. Les dépôts de suie et de créosote accumulés sur les poutres devaient être périodiquement enlevés pour réduire le risque toujours présent d'incendie catastrophique. Les pierres entourant le foyer étaient vérifiées pour s'assurer qu'elles étaient stables, et le tirage était testé pour confirmer que la fumée s'évacuait correctement. Sans bois de chauffage, pas de feu. Sans feu, pas de chaleur pour survivre aux nuits glaciales de janvier et février. Pas de moyen de cuire la nourriture, transformant les grains et la viande en repas digestibles. Pas de lumière une fois que le soleil se couchait à 4 heures de l'après-midi.
Le bois n'était pas un luxe ou une commodité, c'était une ressource de survie absolue, aussi essentielle que la nourriture elle-même. Une famille médiévale typique nécessitait entre 1 et 2 mètres cubes de bois solide par personne et par an pour le chauffage et la cuisson. Pour une famille de 5 personnes, par an et 3 enfants, cela signifiait 5 à 10 mètres cubes de bois devaient être récoltés, transportés et stockés. Pour mettre cela en perspective, une source historique fascinante mentionne qu'un tenancier manorial, lors d'une bonne journée de collecte, pouvait rassembler environ 250 kg de branches tombées, contenant environ 1000 kWh d'énergie thermique. Même à ce rythme impressionnant, plusieurs jours de travail intensif dispersés à travers l'automne étaient nécessaires pour accumuler les réserves suffisantes d'une famille. La collecte de bois était strictement réglementée par la loi et la coutume dans la plupart des régions médiévales. La plupart des forêts appartenaient légalement au seigneur féodal local ou au roi, mais les paysans avaient souvent des droits coutumiers spécifiques appelés bottes, le droit de ramasser du bois mort, naturellement tombé, pour leurs besoins domestiques. L'expression anglaise médiévale par le crochet ou la crosse capture parfaitement cette distinction légale cruciale. Les paysans pouvaient prendre du bois mort qui pouvait être abattu avec un crochet de berger ou une crosse d'évêque, mais pas du bois vivant qui nécessitait d'être coupé avec une hache. Violer cette règle en coupant du bois vert était considéré comme du braconnage et pouvait entraîner de sévères punitions. Le bois fraîchement coupé contient énormément d'humidité. Parfois plus de 50% de son poids total est de l'eau. Ce bois vert brûle très mal, produisant beaucoup plus de fumée épaisse et âcre que de chaleur utile, et gaspillant ainsi une ressource précieuse. Le bois devait donc sécher pendant plusieurs mois avant d'être vraiment utilisable. Idéalement, le bois était coupé au printemps ou en été, immédiatement fendu en morceaux plus petits pour accélérer le séchage, puis empilé dans un endroit abrité pour sécher complètement jusqu'à l'automne et l'hiver. Le stockage du bois exigeait une certaine attention aux détails pour préserver sa qualité. Le bois devait être gardé hors du sol pour éviter qu'il n'absorbe l'humidité de la terre. Il était généralement empilé sur des rondins ou des pierres qui le surélevaient. Les bûches étaient empilées avec de petits espaces entre elles pour permettre la circulation continue de l'air qui poursuivait le processus de séchage. Le dessus de la pile était couvert, souvent avec de l'écorce d'arbre, du vieux chaume ou des planches, pour éloigner la pluie directe, mais les côtés restaient ouverts pour la ventilation. Le bois bien stocké continuait à sécher et à s'améliorer tout au long de l'automne et de l'hiver. Pour gérer durablement les forêts et assurer un approvisionnement continu en bois sans épuiser la ressource, les communautés médiévales pratiquaient largement une technique appelée le taillis. Cette méthode consistait à couper certains arbres, particulièrement les noisetiers, saules, frênes et chênes, près du niveau du sol plutôt que de les abattre complètement. Remarquablement, au lieu de mourir, ces arbres coupés produisaient de multiples nouvelles pousses vigoureuses à partir de la souche vivante. Ces pousses pouvaient être récoltées tous les 7 à 20 ans selon l'espèce et l'utilisation prévue, fournissant un approvisionnement renouvelable et continu en bois sans jamais tuer l'arbre parent. Cette technique, perfectionnée au cours des siècles, produisait en fait plus de bois utilisable qu'une forêt entièrement non gérée, tout en maintenant l'écosystème forestier. L'échelle de la gestion forestière nécessaire pour soutenir même des populations médiévales était véritablement impressionnante. Dans la Moravie médiévale tardive, par exemple, des études modernes estiment qu'environ 450 000 hectares de forêt, soit environ 20% de toute la surface terrestre de la région, devaient être gérés intensivement juste pour répondre aux besoins en bois de chauffage de la population. Cela représentait approximativement 1 350 000 mètres cubes de bois collectés et brûlés chaque année,
un chiffre véritablement stupéfiant qui nous rappelle à quel point la société médiévale dépendait totalement du bois comme source d'énergie primaire. Une charrue, avec un soc de fer émoussé, ne pouvait pas couper efficacement le sol résistant. Une herse avec des dents manquantes ou cassées ne briserait pas correctement les mottes de terre dure. Une faucille avec une lame ébréchée ou mal affûtée rendait la récolte infiniment plus épuisante et lente. Ces outils n'étaient pas de simples commodités ou des aides pratiques, ils étaient absolument essentiels à la survie, et leur échec au moment critique signifiait une catastrophe potentielle pour toute la famille. L'automne, quand le rythme intense des travaux des champs ralentissait enfin, était le moment idéal pour s'assurer que tout l'équipement était en parfait état de fonctionnement pour l'année suivante. Le forgeron du village était une figure absolument centrale dans cette économie d'outils. Les parties métalliques, socs de charrue en fer qui devaient être tranchants comme des couteaux, dents pointues de herse, lames de faucille qui nécessitaient un tranchant rasoir, toutes nécessitaient un savoir-faire professionnel et spécialisé, ainsi que des outils que les fermiers ordinaires ne possédaient pas. Les fermiers apportaient donc leurs outils usés et endommagés à la forge du village pour être affûtés, réparés ou complètement reforgés si nécessaire. Le paiement pour ces services se faisait souvent en nature plutôt qu'en argent sonnant et trébuchant, qui était rare dans les campagnes médiévales. Un boisseau de grains de bonne qualité, une portion généreuse de viande salée, ou l'engagement de quelques jours de travail dans les champs du forgeron constituaient des formes de paiement parfaitement acceptables et standards. Cette économie d'échange direct fonctionnait remarquablement bien dans des communautés villageoises étroitement liées, où tout le monde se connaissait et où la réputation de fiabilité était précieuse. Les outils en bois, manches de hache qui se fissuraient sous les chocs répétés, poignées de faux qui se desserraient, fourches dont les dents se brisaient, pouvaient généralement être réparés ou fabriqués par les fermiers eux-mêmes durant les longues soirées sombres d'hiver, quand le travail à l'extérieur était impossible. Un manche fissuré était soigneusement remplacé par un nouveau sculpté dans du bois de frêne résistant. Une nouvelle fourche était patiemment taillée dans une branche qui présentait naturellement la forme fourchue appropriée. Ces tâches de menuiserie remplissaient les heures où le travail des champs était gelé dans l'immobilité, et elles permettaient d'économiser l'argent précieux qui aurait autrement dû être dépensé pour acheter des outils neufs. Pendant que les hommes réparaient les outils et s'occupaient du bétail, les femmes et les filles se tournaient vers le travail textile qui était leur contribution économique majeure. Pratiquement toutes les filles et femmes célibataires passaient d'innombrables heures, littéralement des milliers d'heures au cours d'une vie, à filer la laine brute en fil utilisable. C'est d'ailleurs précisément de cette activité omniprésente que le terme anglais « spinster » est devenu synonyme de femme non mariée au XIVe siècle. Le filage se faisait avec des outils simples, mais qui demandaient une grande habileté. Un fuseau en bois qui tournait suspendu pour tordre les fibres, et une quenouille qui tenait la laine brute, transformant progressivement les fibres pelucheuses et enchevêtrées en fils solides et réguliers. La quantité de travail nécessaire était véritablement stupéfiante pour nos esprits modernes, habitués aux textiles industriels bon marché. Fabriquer suffisamment de fils pour tisser même un petit morceau de tissu, disons de quoi faire une chemise simple, nécessitait littéralement des dizaines et des dizaines d'heures de filage patient et répétitif. C'est précisément pourquoi les vêtements médiévaux étaient si précieux, si soigneusement entretenus, et pourquoi on mettait tant l'accent culturel sur le raccommodage minutieux des textiles usés plutôt que sur leur remplacement. Le tissage du fil en tissu se faisait sur des métiers, cadres de bois tendant verticalement les fils de chêne, tandis que les fils de trame horizontaux étaient tissés à travers eux dans un motif d'alternance dessus-dessous.
Les preuves archéologiques, à travers toute l'Europe médiévale, montrent que les métiers à poids verticaux étaient particulièrement courants. Des structures simples mais efficaces, où des poids en argile ou en pierre tendaient les fils de chêne. Le tissage était un travail qualifié qui nécessitait de l'attention et de la pratique, produisant lentement mais sûrement le tissu de laine qui vêtirait toute la famille et pourrait même être vendu pour un revenu supplémentaire. Cette production textile domestique n'était pas qu'un simple travail ménager ou un passe-temps, elle était littéralement au cœur de l'économie médiévale, particulièrement en Angleterre. Le commerce de la laine et du tissu de laine était l'un des facteurs les plus importants et les plus lucratifs de l'économie anglaise médiévale. Les industries produisant des étoffes à partir de différents types de laine avaient un impact immense et déterminant sur l'économie et la société, finançant des projets de construction massifs, enrichissant des villes entières et fournissant des revenus substantiels à la couronne par les taxes et les droits d'exportation. À travers tout l'automne jusqu'à la Saint-Martin le 11 novembre et au-delà dans le début de l'hiver, la vie paysanne médiévale était véritablement une course intense contre le temps qui passe inexorablement. Planter les cultures d'hiver dans le système de rotation triennale. Décider du sort tragique des animaux qui vivraient ou mourraient. Préparer méticuleusement les étables et stocker les montagnes de fourrage. Sécuriser la nourriture dans les celliers ingénieux et les greniers. Réparer le toit de chaume vulnérable et sceller chaque fissure de la maison. Collecter et empiler des quantités massives de bois de chauffage. Entretenir tous les outils agricoles et organiser le travail productif d'hiver. 7 domaines majeurs d'activité, mais un seul objectif unificateur, la survie de la famille à travers les longs mois glacés. Ce qui frappe peut-être le plus dans cette exploration détaillée, c'est la sophistication remarquable des systèmes médiévaux. Nous imaginons trop souvent le Moyen Âge comme une période primitive de lutte désespérée et ignorante contre la nature. Certes, la compréhension scientifique formelle était extrêmement limitée par nos standards modernes. Pas de thermomètre, pas de microbiologie, pas de chimie. Mais les médiévaux n'avaient absolument pas besoin de comprendre les mécanismes sous-jacents pour observer attentivement les résultats concrets et perfectionner leurs techniques au fil des générations. Le système de rotation triennale représentait une véritable révolution agricole basée sur des siècles d'expérimentation patiente. La gestion forestière par taillis créait une production durable qui pouvait théoriquement continuer indéfiniment. Les méthodes de préservation, fermentation lactique, stockage en cellier à température contrôlée, stockage en fosse anaérobie, utilisèrent des principes biologiques et physiques qui sont maintenant célébrés comme des alternatives naturelles aux méthodes industrielles modernes. Que pouvons-nous, dans notre monde moderne de supermarchés et de chauffage central, réellement apprendre de ces fermiers médiévaux? Premièrement, l'observation attentive et respectueuse de la nature et l'adaptation intelligente à ses cycles, plutôt que la tentative de les dominer par la force brute. Deuxièmement, la planification à long terme et la pensée systémique. Les paysans pensaient constamment des saisons entières à l'avance, pas juste des jours ou des semaines. Troisièmement, l'utilisation durable et respectueuse des ressources renouvelables sans épuiser le capital naturel. Quatrièmement, l'importance cruciale de la communauté et de la coopération mutuelle face aux défis communs. Cinquièmement, une culture profonde de réparation, d'entretien et de préservation plutôt que de remplacement et de gaspillage. Ce que nous avons peut-être le plus profondément perdu, c'est la conscience aiguë de notre vulnérabilité fondamentale et de notre dépendance au système naturel. Le chauffage central omniprésent, les réfrigérateurs électriques, les supermarchés remplis toute l'année nous ont complètement déconnectés des réalités saisonnières impitoyables qui façonnaient littéralement chaque décision de nos ancêtres médiévaux. Les paysans savaient avec une clarté terrifiante à quel point le bord de la survie était étroitement proche.
Une mauvaise récolte, un hiver particulièrement dur, une maladie du bétail, et la famine menaçait. Les fermiers qui accomplissaient fidèlement ces 7 tâches essentielles chaque automne n'étaient pas des figures historiques abstraites et lointaines. C'étaient littéralement nos ancêtres directs, et leur succès répété année après année est la raison fondamentale pour laquelle nous existons aujourd'hui. Ils méritent profondément notre respect sincère et notre étude attentive. Alors que nous faisons face à nos propres incertitudes climatiques croissantes et à nos vulnérabilités systémiques révélées, la sagesse durement gagnée de ces fermiers médiévaux résonne puissamment à travers les siècles qui nous séparent. Préparation minutieuse, adaptation intelligente, coopération généreuse, résilience durable. Ce sont des leçons véritablement intemporelles qui transcendent les époques. Merci sincèrement de m'avoir accompagné dans cette exploration détaillée de la vie médiévale et de la course urgente contre le gel automnal. Si vous avez apprécié cette vidéo et découvert des choses nouvelles, n'hésitez pas à la partager avec d'autres personnes qui pourraient être intéressées. Et peut-être, la prochaine fois que l'automne arrive dans votre région et que vous sentez cette première touche de froid mordant dans l'air matinal, prenez un moment pour penser aux innombrables générations qui ont ressenti cette même urgence saisonnière et qui ont survécu et même parfois prospéré grâce à leur ingéniosité remarquable, leur travail acharné et leur sagesse profonde de la terre et de ses cycles éternels. Merci de votre attention.